Je m'appelle Jean-Christophe Picard, j'ai 46 ans, j'habite Nice. De profession, je suis attaché principal territorial et je suis président d'Anticor depuis 2015. Justement, il n'y en a pas de justice fiscale, c'est le problème. L'impôt en soi n'est pas critiquable, c'est un moyen de répartir les richesses, plutôt bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de justice fiscale, lorsque certains ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont trop riches pour payer des impôts, ce qui est quand même assez fou. Je veux dire, à la limite que quelqu'un soit trop pauvre pour payer de l'impôt, je l'entends. Mais quand quelqu'un arrive à ne pas payer d'impôt par la fraude ou l'optimisation fiscale, en fait l'optimisation fiscale c'est la fraude tolérée, donc ça n'est pas non plus acceptable. Là ça pose un problème puisque au final il n'y a plus qu'une toute petite partie de la population qui va payer des impôts et donc du coup ils vont payer pour tout le monde. Et forcément l'impôt est mal ressenti parce qu'il est trop élevé et il est anormalement élevé. Encore une fois, aujourd'hui, on estime quand même la fraude fiscale et l'optimisation fiscale chaque année. Le coût de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale est estimé entre 80 et 100 milliards. Sachant que pour la France, le déficit est un peu moins de 100 milliards, vous comprenez qu'en fait, le déficit de la France, c'est tout simplement notre incapacité à lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale, ce qui fait réfléchir. Si on arrivait à faire rentrer l'argent qui devrait normalement rentrer, on serait en excédent. Ça fait rêver quand même. Voilà. Vous comprenez les gilets jaunes? Oui, mais nous-mêmes, on était gilets jaunes avant que ça existe. C'est-à-dire que nous aussi, on trouve que c'est pas normal de payer autant d'impôts, d'avoir des services publics d'aussi piètre qualité ou d'avoir des prestations sociales aussi basses, parce qu'encore une fois, l'argent ne rentre pas comme il devrait rentrer. C'est ça le vrai problème. Et je ne comprends pas le manque d'entrain d'appliquer les lois fiscales. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas grand-chose sur la fraude fiscale. Il y avait, on va renforcer les sanctions contre les fraudeurs fiscaux. Vous voyez, ce n'était pas un programme très détaillé, alors que c'est un problème majeur. La fraude fiscale, c'est des sommes colossales. Et puis, on pourrait aussi parler de la corruption, qui a un coût aussi. Le parquet national financier, qui est le super parquet de la France, il y a 18 magistrats. Brigade nationale de lutte contre la corruption, ils sont 28 inspecteurs. Là, j'ai vu que depuis 2010, il y avait 3100 vérificateurs fiscaux en moins. Donc, ce sont les gens qui sont chargés justement de vérifier les déclarations fiscales. Donc, c'est très étonnant. Le contrôle de légalité aussi, il a baissé d'un tiers en 5 ans. C'est très étonnant que, alors même qu'on constate de plus en plus d'abus, et sur des sommes considérables, on baisse les fonctionnaires, les agents chargés de contrôler tout ça. Alors, est-ce que c'est une volonté? Sans doute, parce que lorsqu'il y a une volonté politique, on peut recruter 10 fonctionnaires de plus par-ci, 10 fonctionnaires de plus par-là. La corruption est inhérente partout, dans tous les systèmes. À partir du moment où on ne contrôle pas, au bout d'un moment, ça s'installe. Donc il faut contrôler, il faut sanctionner. Voilà. Enfin, les pays scandinaves, où, comme par hasard, il y a peu de corruption et une très forte transparence, où il y a une très bonne répartition des richesses, les gens se sentent très heureux. Donc je pense que c'est lié, que ce n'est pas une coïncidence. Parce qu'effectivement, quand l'argent est bien utilisé, on est plus content. Voilà, on a des meilleurs services publics, on paye moins d'impôts. Enfin, voilà, donc il y a des cercles vertueux qui s'enclenchent et où les gens sont plus... Rappelez-nous le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est très très particulier, puisque normalement, vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, donc il y a la justice à côté, l'exécutif. Et le verrou de Bercy, c'est la capacité, en fait, on ne peut pas poursuivre un fraudeur fiscal sans l'autorisation du ministre des Finances. Donc ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est une sorte de veto. C'est lui qui peut autoriser les poursuites contre un fraudeur fiscal. Donc ce verrou de Bercy, les sénateurs, à l'époque de la loi de moralisation, les sénateurs avaient supprimé le verrou de Bercy et les députés En Marche se sont opposés à cette suppression. Bon, j'espère que l'État pourra prendre le relais, qu'on pourra changer la Constitution pour donner le pouvoir aux défenseurs des droits d'aider financièrement les lanceurs d'alerte avec l'argent public. Parce qu'il faut savoir qu'un lanceur d'alerte, ça fait gagner de l'argent, ça nous fait gagner de l'argent. Stéphanie Gibault nous a fait gagner 13 milliards dans ce qu'elle a dénoncé. Donc Elle n'a pas touché un radis là-dessus. Rien. Aux États-Unis, ils touchent combien? Oui, ils ont une sorte de commission, oui, mais c'est quand même logique. Au moins, je ne dis pas les récompenser, mais leur permettre de vivre dignement. Stéphanie Gibault, elle s'est retrouvée dans une situation financière très critique.
alors même qu'elle nous fait économiser des milliards. Donc, vous savez, il y avait un titre intéressant dans Libération, je crois, c'était lanceur d'alerte, piège à conviction. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a des gens courageux qui se disent, bon, je vais me battre pour l'intérêt général, et puis, jour au lendemain, ils se retrouvent ruinés. On fait des exemples. Je ne sais pas si on en fait des... Oui, en tout cas, oui, ça dissuade peut-être les autres, puisque on sait que personne ne va vous aider, etc. Donc nous, on a essayé avec la maison des lanceurs d'alerte, on va essayer de les aider un peu, mais je ne sais pas si on arrivera à aider tout le monde. Les lobbies, on en parle? C'est une question très importante. D'ailleurs, dans le programme de M. Macron, il était prévu d'encadrer les lobbies. Donc là, c'est une grande déception de la loi de moralisation, parce que c'est effectivement une question essentielle. Parce que les lobbies vont parasiter la loi. Donc on se retrouve avec des lois pas adaptées, et on se dit, tiens, comment ça se fait? Ça se fait qu'à un moment donné, les lobbies sont passés par là. Donc il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que les lobbies, aujourd'hui, peuvent rencontrer n'importe quel parlementaire, à peu près dans n'importe quelle condition, et surtout des conditions d'opacité. Et des tête-à-tête, par exemple. Imaginez, ils peuvent donner des cadeaux. C'est complètement fou. C'est prévu dans le code de déontologie des députés et des sénateurs. Ils ont le droit d'accepter des cadeaux. Jusqu'à hauteur de combien? Alors, il n'y a pas de plafond, c'est ça qui est étonnant. À partir de 150 €, ils doivent le déclarer au déontologue, vous imaginez. Bon, tout ça n'est pas évidemment public, mais il n'y a pas de plafond, c'est complètement fou. Il peut accepter les voyages, c'est prévu dans le code de déontologie. Qui c'est qui a fait ce code? Ce sont les sénateurs et les députés qui ont fait le code, le même d'ailleurs, les mêmes dispositions, mais c'est très étonnant. Un fonctionnaire n'a pas le droit en France d'accepter 1 € de recevoir un cadeau, ce qui est logique, ça porte atteinte à son impartialité. Mais celui qui fait la loi en France, il a le droit, c'est complètement. Et enfin, un troisième problème, on a aujourd'hui beaucoup de parlementaires qui relaient des amendements clés en main, faits par des lobbies, sans le dire. Par exemple, sur le glyphosate, on avait 60 amendements identiques à la virgule près, proposés par 4 groupes politiques. Regardez ce qui s'est passé en Arménie, c'est extraordinaire. En Arménie, s'il y a bien un pays qui normalement n'avait pas vocation à bouger, c'est l'Arménie, où il y avait une corruption énorme, une pauvreté énorme, où les gens avaient peur, parce que si vous opposez au président qui était tout puissant à l'époque, c'est une sorte de mini-Poutine, vous étiez blacklisté, vous étiez ostracisé. Et les gens, ils ont fait 25 jours de manif et le président, il est parti. Et aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Voilà. Il y a eu combien de morts déjà? 0. 25 jours de manif. Donc, si vous voulez... Des blessés peut-être, non? Rien. Non, les gens un dit... petit flashball dans l'œil? Même pas de flashball. Même pas un petit flashball dans l'œil. Les gens, ils ont dit, on n'est plus d'accord. Voilà. Il était resté 10 ans, il a dit, bon, moi, je vais encore rester quelques années. Non, on n'est plus d'accord. Voilà, c'est tout. Ça, en démocratie, c'est facile. En France, si les gens disent, on n'est plus d'accord, ça va vite se régler. Sauf que, très clairement, ce qui se passe aujourd'hui en France, aujourd'hui, il faut le constater, on le constate dans les urnes, les gens sont d'accord. Ils réélisent Balkany. Voilà, donc il y a une sorte de... Le problème des gens qui se transforment en clients, parce que c'est ça, le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient rester dignes, rester électeurs et rester citoyens, et que si la ville était bien gérée, ils auraient droit à tout ce qu'ils sont obligés de quémander en faveur. En fait, ils y ont droit. On a droit à des places de crèche, par exemple, dans une ville, si elle était bien gérée. On n'aurait pas besoin d'aller voir son élu pour passer au-dessus de la pile, vous voyez. Donc ils ne se rendent pas compte que finalement, eux-mêmes entretiennent la pénurie, parce que le clientélisme fonctionne avec la pénurie. Si tout le monde a une place de crèche, vous ne pouvez pas faire de clientélisme. Donc il faut faire une pénurie, vous comprenez? C'est complètement fou. Mais, donc celui qui se transforme en client, il accepte finalement de se dégrader et de dégrader les finances de sa ville. Moi, j'estime que M. Balkany a perdu son autorité morale et je ne comprends pas pourquoi on le laisse encore en circulation alors qu'un président de la République peut révoquer un élu pour disparition de l'autorité morale. Donc on est tous à la fois responsables mais aussi victimes de la corruption et de la fraude fiscale. On va tous payer plus d'impôts qu'on ne devrait, on aura tous des services publics de moins bonne qualité et on aura des prestations sociales moindres. Donc il faut casser ce cercle vicieux et que l'argent soit bien utilisé. Je peux vous dire en toute objectivité, on avait checké les propositions à la dernière présidentielle des candidats. Donc on a comparé, sans donner de consigne de vote, on a juste mis en ligne, checké, résumé les propositions pour moraliser la vie politique. 3 qui avaient fait le plus de propositions, c'était Mélenchon, Dupont-Aignan et Hamon. C'était les 3. Après, en queue de liste, vous aviez le Front National, etc. Bon. Mais voilà. Tous les élus ne s'intéressent pas tous les candidats ne s'intéressent pas de la même manière à ces questions-là. Ceux qui s'y intéressent le moins, c'était qui?
Ah bah le Front National, ils partent du truc tous pourris, voilà, mais il n'y a aucune proposition derrière. Voilà. En gros, leur solution, c'est voter pour nous et tout va, le bonheur va régner, etc. Bon, nous, on pense que la question, il faut mettre en place des garanties. On a une confiance relative dans les personnes. Il faut mettre en place des garde-fous qui empêchent les gens de commettre des abus. Hein. Parce qu'au début, ils peuvent être très bien, et après, on sait comment ça se passe. Donc voilà, nous, pourquoi il n'y a pas de suite ? On a des gens très sérieux qui rendent des rapports plutôt bien faits, bien détaillés. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amélioration du contrôle. C'est très étonnant. Là, moi, j'ai saisi le parquet national financier dans l'affaire du Grand Paris. Il y a eu un rapport calamiteux en janvier de la Cour des comptes qui nous dit que donc, le Grand Paris, c'est 38 milliards. Hein, un dérapage de 13 milliards. C'est pas fini, puisqu'on a encore 5 ans à tenir. Et on nous dit qu'il y a 164 marchés publics passés sans mise en concurrence. Bon, bah, je dis c'est un scandale énorme. Les ministres, ils vont prendre la parole, il va y avoir un électrochoc. 6 mois après, il ne s'est rien passé, donc moi je saisis le parquet national financier, mais il devrait y avoir un truc comme ça. Il n'y a pas besoin d'une association qui saisit le parquet national financier. Vous imaginez que le ministre devrait demander des comptes, c'est un scandale d'État. 13 milliards, hein, 13 milliards, enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà, je suis très étonné. Généralement, on a les dispositifs qui fonctionnent bien, mais il n'y a pas de suite. Je rencontre souvent des électeurs qui me disent « Mon élu, il est super, il m'a filé une place de crèche, un emploi pour ma fille, une subvention pour mon assos. » Moi, je leur explique que c'est pas ça un élu, normalement. Bon, on est sur d'autres planètes. Hein, on est comme en Afrique, comme en Chine. En Inde aussi, vous savez. En Inde aussi. Tout le monde est acheté, c'est très drôle. Vite vous retrouvez condamné sans que ça soit vraiment... Donc c'est vraiment pour nous les atteintes à la probité. Mais la loi qui avait été proposée et votée en première lecture en février 2017 était bien rédigée à ce point-là. C'est pas un casier absolument vierge, mais c'est uniquement les atteintes à la probité. Et très curieusement, ça n'est pas passé aux oubliettes. Alors c'est d'autant plus dommage que c'était une promesse du candidat Macron. C'était dans son programme. Il s'est engagé sur le casier judiciaire vierge, l'encadrement des lobbies qu'il n'a pas fait. Et donc ça, c'est deux promesses qu'il n'a pas tenues, et c'est dommage, parce qu'il faut savoir que tous les députés En Marche ont porté ce programme. Donc en fait, tous ceux qui ont porté ce programme se sont dédiés quelque part. Donc, ils auraient... que le président change d'avis, bon, mais tous les députés auraient dû dire « Attendez, nous on a été élus sur cette promesse-là, donc il faut le faire ». Et on se rend bien compte que ça pose problème quand même d'aller devant les électeurs en disant on va faire ça, de ne pas le faire, et après de dire mais c'est bizarre, les gens ne sont pas contents. Bah, ils ne sont pas contents parce qu'à un moment donné, de temps en temps, ils lisent les programmes, ils y croient, et ils sont un petit peu contrariés quand on leur dit qu'on ne va pas le faire alors qu'ils ont gagné les élections. Enfin, c'est un peu bizarre. On a des procès qui durent des années, donc c'est au moins, encore une fois, si on avait des durées, on va dire, normales, hein, qu'on ait un peu l'espoir que les gens, avant de mourir, passent devant le juge, ce serait bien. Regardez Jean Tibéri a été condamné au bout de 18 ans pour une affaire simple de fraude électorale, une affaire très simple, hein, avec que des témoins qui étaient à charge. 18 ans pour le condamner, quand il n'était même plus député. Il faut que toutes les entreprises payent ce qu'elles doivent payer, encore une fois. On n'est pas là en train d'inventer un nouvel impôt. On leur dit, voilà, il y a des impôts, vous payez les impôts, là où vous faites du profit, point barre. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Et l'Europe a une mission, évidemment, énorme. Quoi, je veux dire. On ne peut pas faire un marché commun avec une fraude fiscale à côté. Enfin, c'est pas possible. C'est des milliards. Vous savez que la fraude fiscale au niveau européen, c'est 1000 milliards par an. 1000 milliards. Donc on est sur des sommes complètement démentes. Il faut bien que tout le monde comprenne que c'est important, parce que c'est eux qui payent, hein, je veux dire, c'est nous qui payons, et qu'on est victime de la corruption, de la fraude fiscale. Encore une fois, j'insiste, impôts plus chers, impôts plus élevés, services publics moins d'infirmières, moins de services publics, moins de pompiers, prestations sociales moins. Donc on est victime, et il faut absolument qu'on arrive à faire le lien entre la fraude, la corruption et notre qualité de vie. Et aujourd'hui, il y a au moins 35% de la population qui ne fait pas le lien. Donc ça, c'est très grave. Vous savez qu'en France, on a créé une catégorie qui s'appelle les grands projets inutiles et imposés. Il y a à peu près une centaine. Le dernier, c'est Notre-Dame-des-Landes. Et tout le monde trouve ça normal. On gaspille des millions, des milliards. Personne ne va en prison après. Personne ne rend des comptes. On paye. Et je veux dire, c'est complètement dément. C'est l'argent public. Enfin, je veux dire, donc, il faut aussi faire attention à
à mieux contrôler ce qu'on appelle les grands projets, qu'il y ait des experts indépendants, qu'il y ait des procédures démocratiques, pour qu'on arrête de prendre des décisions complètement hallucinantes qui va coûter des millions, voire des milliards. Donc on gaspille tellement d'argent, quand je vous dis on a un gros potentiel, ça veut dire qu'on a une grosse marge de manœuvre. Voilà, si on arrêtait de gaspiller tout cet argent et de laisser passer des fraudes massives, on aurait beaucoup d'argent pour faire des choses un peu plus intéressantes. Comme l'éducation. L'éducation, bien sûr, l'éducation. Il y a beaucoup d'argent à injecter. C'est la crise quand même, là, non? On baisse les budgets, là, non? Les quartiers, la vie des quartiers, les banlieues, où il faut injecter des sommes énormes. Donc l'argent, il faut le prendre quelque part. Et cet argent, il nous manque parce qu'on ne va pas le chercher là où il devrait, là où on devrait. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable sur Internet? Écoutez, Gandhi disait montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc je crois à chacun d'entre nous d'être exemplaire, voilà, d'être à la hauteur des valeurs de notre pays et à la hauteur des générations futures.